Et ce soir, donc, on a le plaisir de recevoir Simone Korfsos. Alors Simone, on a une très longue histoire ensemble, puisque Simone avait eu la gentillesse, quand j'avais 15 ans et que je suis arrivée de l'étranger à Genève, de me recevoir à l'école internationale où j'arrivais. Et moi, j'étais à peine arrivée aussi. Oui, mais tu m'as accueillie quand même. Elle m'a accueillie et depuis lors, on a gardé une relation constante, on peut dire vraiment constante. Et nous avons suivi le même trajet puisqu'on a fait toutes les deux psycho, on est devenus psychanalystes. Et je trouve que ce qui a été aussi très heureux dans notre relation, Simone, c'est qu'on a été dans la psychanalyse et on a suivi chacune notre chemin avec des moments de correspondance. Mais Simone a été plutôt vers Bion, moi un peu vers Lacan. Et on a eu toujours des moments de rencontres et d'échanges, donc depuis nos 15 ans. Et je suis très touchée, bien sûr, de la voir aujourd'hui pour son livre ici. Et je vais très vite passer la parole à Laurence. Bonsoir. Il sera donc question... Ça va venir. Il sera donc ce soir question de votre livre, L'Indicible, qui traite du handicap. C'est un livre que j'ai découvert. Plus fort. C'est un livre que j'ai découvert parce que jusqu'alors je ne vous avais jamais lu, hein, et j'en ai beaucoup apprécié et le thème que je ne connaissais pas, les handicaps, et la clarté aussi. J'ai apprécié ce livre pour la clarté de ce texte. Alors je dirais que c'est une invitation au cœur même de la séance à nous faire partager ces pensées fulgurantes qui viennent construire votre appareil théorique à partir de vos observations cliniques. C'est d'ailleurs la trame sur laquelle vous avez construit votre récit, ce que vous nous dites, hein, nous rapporter ces moments-là que vous dites de fulgurance, d'intuition, de flash. Alors c'est un thème, c'est un texte, malgré sa clarté, je pense qu'il faudrait plus d'une soirée pour aborder tous ces apports théoriques. Mais voilà, on va en aborder quelques-uns. Alors, pour ma part, j'ai trouvé que c'était un livre vibrant, un vibrant témoignage de votre long et fervent engagement en faveur de l'enfant handicapé, atteint de déficience mentale et sans langage, enfin du moins un langage qui n'était pas facilement compréhensible par l'adulte, et avec pour seul outil, l'outil psychanalytique, comment faire de la psychanalyse avec celui qui ne parle pas. Qu'en est-il du transfert et de sa spécificité, de l'interprétation dans ces situations de l'extrême? Je retiens aussi de ce livre une dynamique qui entraîne le lecteur dans votre propre mouvement psychique. Enfin, c'était vraiment très, très entraînant dans vos inventivités, vos avancées dans ces contrées assez inconnues pour faire émerger la parole de l'autre, le non-dit et le sujet. Alors vous avez publié 10 livres, vous avez contribué à plus de 25 articles et une carrière de plus de 40 ans, donc je pense que vous aurez beaucoup à nous en dire ce soir. Donc, alors cet intérêt, je reviens au livre, cet intérêt majeur pour le handicap, vous en expliquez dans un précédent ouvrage, Le miroir brisé. Alors là, je vous cite, presque in extenso, « C'est le hasard, et pas tant par hasard que cela, car mon acharnement à vouloir me faire la voix de ces humiliés de la parole me rappelait que j'avais été l'un d'eux. » Et là, vous rapportez qu'à l'âge de 10 ans, vous êtes immergé assez brutalement dans une langue que vous ne comprenez pas, que votre langue maternelle ne vous est d'aucun secours, et que vous vous retrouvez dans cette situation où vous ne comprenez pas la langue de l'autre, donc à l'image de ces enfants pas comme les autres, qui ne parlent pas la même langue que les adultes. Hein. Et c'est à partir de cette expérience personnelle, d'être privé de votre langue, que cela vous amènera à porter à ces enfants-là, et là je vous cite, une attention particulière pour ceux qui ne parlent pas, et le désir de faire parler ceux qu'on n'écoute pas. Pensez qu'ils ont toujours quelque chose à dire, à condition de trouver quelqu'un qui les écoute. Et c'est là, je trouve, le pari fondamentalement analytique
que vous faites, que toute personne est avant tout sujet et que c'est comme tel que vous l'écoutez. Mais alors, avec quoi écoute-t-on? Et c'est là que l'analyste devient, dites-vous, un créateur de langue et qu'il doit faire appel à toutes ses capacités intellectuelles, oniriques et poétiques. Face à ces cliniques de l'extrême, il faut inventer ou adapter des dispositifs autres que nos cadres de référence habituels, parce que, dites-vous, tout être humain, aussi démuni soit-il, même s'il ne dispose pas d'un lexique commun, a quelque chose à dire de sa position subjective dans le monde. C'est au moyen du dispositif analytique que vous relevez la gageure d'instaurer un processus thérapeutique avec ces patients pas comme les autres. Pour cela, il faut donc envisager des modalités du transfert et de l'interprétation, le corps, les mimiques, et aussi l'association propre, où vous allez prêter vos pensées à des pensées des patients non encore pensées. C'est vraiment une coproduction, une co-construction. Avec ces enfants, donc, que vous recevez, vous privilégiez l'intersubjectivité, l'émotion partagée, la réflexivité. Autant de notions que peut-être je pourrais vous proposer de déplier un petit peu avec nous ce soir. J'ai remarqué quand même que vous égratigniez un petit peu les psychanalystes en passant. Alors oui. Je me suis demandé, est-ce que c'était parce qu'ils étaient trop orthodoxes, trop structuralistes, trop lacaniens? On verra. En tout cas, il semble que si handicap et psychanalyse se sont longtemps tournés le dos, est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que la psychanalyse a pleinement investi le champ de la clinique du handicap? Vous en parlerez aussi. C'est un peu des questions que je vous pose dans le texte. Donc cette clinique apprise auprès des enfants handicapés, vous l'appliquerez à d'autres domaines qui ont comme dénominateur commun d'être d'une clinique de l'extrême. C'est-à-dire tout ce qui confronte au pensable, au subjectivable, au symbolisable, au partageable. Et c'est un petit clin d'œil, je disais que dans les annales de la psychanalyse, au cas du petit Hans de Freud et de quelques autres cas, on ajoutera aussi le cas du petit Arthur, que vous avez accompagné, qui vous a largement inspiré, dites-vous, dans vos travaux ultérieurs, jusqu'à l'appeler votre meilleur collègue. Ça, c'est l'expression de Bion. Ah, c'est l'expression de Bion, alors que vous avez repris de Bion. Bion, il dit, on ne veut pas être psychanalyste sans avoir des collègues, et le meilleur collègue, c'est le patient. D'accord, c'est très vrai. Donc, face à ces cliniques de l'extrême, il faut donc... Bon, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le redis. Face à ces cliniques de l'extrême, il faut donc inventer ou adapter des dispositifs autres que nos cadres de référence habituels, parce que, c'est la dernière citation presque, tout être humain, aussi démuni soit-il, même s'il ne dispose pas d'un lexique commun, a quelque chose à dire de sa position subjective dans le monde. Alors là, je vais prendre une petite phrase que vous avez citée, page 98, qui va me permettre d'engager deux autres chapitres difficiles sur les origines de la pensée, les processus créatifs et l'esthétique. Petite fille, vous dites, je voulais devenir astrophysicienne, une autre manière de s'interroger sur les origines. Cet étonnement ne m'a jamais quittée. Voilà. Et là, j'embraye sur votre intérêt pour les origines de la pensée, les processus créatifs, l'esthétique. Alors, vos premiers travaux portent sur le regard de la mère dans la construction identitaire de l'enfant handicapé jusqu'au processus de création. Je lis. Que voit le bébé quand il tourne le visage vers sa mère, demande Winnicott. Il voit son propre visage. Autrement dit, le regard de la mère est le premier miroir de l'enfant. Alors, que voit l'enfant, pas comme les autres, dans le regard de sa mère? La première image de lui-même est sa propre anormalité et le choc qu'il provoque dans le regard de sa mère qui le regarde.
Cette première expérience du regard se constitue dans une réflexivité mutuelle. De là l'importance du comment est-on regardé. Alors, dans cette démarche de rapprocher psychanalyse et créativité, vous posez que la psychanalyse peut éclairer la compréhension d'une œuvre en révélant le sens latent derrière le sens manifeste, mettant au jour les processus psychiques de la création artistique que vous appelez empathie esthétisante, à la suite de ce que Bion disait empathie émotionnelle. L'évolution. Ah, c'est l'évolution. L'empathie métaphorisante, c'est l'évolution. Eh bien, j'ai fait une erreur. Non, mais c'est pas grave. Alors, je restitue à l'évolution. Voilà, l'empathie émotionnelle partagée. Je pensais que c'était Bion, de Bion, qui met donc au travail des aspects esthétiques dans la relation de soi. Vous poursuivez aussi en interrogeant votre intérêt pour l'esthétique. Et là, vous partez avec la démonstration d'Adrien, des dessins d'Adrien, sur l'hypothèse que les œuvres artistiques peuvent éclairer nos situations cliniques. Vous vous appuyez là sur les œuvres de Fontana pour lire les dessins d'Adrien, Adrien qui troue et qui déchire ses dessins, non plus pour faire l'hypothèse que l'enfant vient attaquer l'espace maternel, mais qu'au contraire, il voudrait y pénétrer pour le comprendre. Et de là, vous faites appel à ce très beau concept de Melzer, le conflit esthétique, pas facile, hein. Je vais essayer de restituer ce qu'il dit, qui stipule que le nouveau-né, au sortir de la vie intra-utérine, fait une expérience émotionnelle bouleversante de la beauté de ce monde extérieur. Cette beauté, c'est les yeux, le regard, le sein de la mère. Mais se demande-t-il, est-ce que l'objet est aussi bon à l'intérieur? Si jamais je comprends bien. Donc, question qui serait à l'origine du désir de savoir. Donc, le conflit esthétique serait la douleur de l'incertitude entre ce qui peut être observé de l'extérieur de l'objet et ce qui n'est pas observable de l'intérieur de l'objet. Est-ce que c'est aussi bon à l'intérieur qu'à l'extérieur? Voilà, j'ai essayé de condenser à l'extrême ces deux chapitres qui me paraissent difficiles. Et je vous propose de m'arrêter là. C'est-à-dire que, voilà, je dirais que vous lire, ça a été pour moi m'ouvrir à un autre regard sur le handicap, pour moi un regard nouveau sur le handicap. Et je vous remercie. Et je vous laisse la parole si vous voulez. Moi, je vous remercie. Avec les petites questions, et puis en même temps les questions. Oui. Bon, il y a plein de questions à reprendre. Par où on va démarrer? Mais peut-être par le commencement, quoi. Quand il y a 40 ans, j'arrivais dans ce CAMS où il y avait donc toutes sortes d'enfants, tous les handicaps confondus. Et il y avait des autistes et des enfants handicapés. Et je m'apercevais que mes collègues s'intéressaient tous aux autistes. Et moi, d'emblée, j'ai été très intéressée par les enfants handicapés parce que je trouvais que les enfants handicapés font beaucoup avec peu de choses. Enfin, ils ont une espèce de capacité d'utiliser le peu de moyens qu'ils ont pour en faire vraiment quelque chose, pour le développer. Alors, souvent, je compare, je dis au fond, il y a une différence entre un enfant psychotique, autiste, et un enfant handicapé. Alors que maintenant, on les met souvent dans le même paquet. L'enfant autiste, il a tout ce qu'il faut pour parler. Il a, sur le plan cognitif, instrumental, mais il ne se sert pas du langage ou d'une manière qui n'est pas du tout au service de la communication, ni de l'échange, ni d'une relation. Alors que les enfants handicapés, ça m'avait beaucoup frappé, ça continue à me frapper d'ailleurs, ils ont peu de langage, ils parlent mal, parfois ils ne parlent pas du tout, ils disent très peu de choses, mais avec ce très peu de choses, ils essayent absolument de vous faire comprendre des choses. Ils veulent communiquer, ils veulent être compris. D'ailleurs, oui, l'autre jour, dans un colloque, on parlait des adultes qui ont une déficience mentale, il y avait d'ailleurs il y en avait qui intervenaient d'ailleurs, et alors on disait, l'une d'elles, qu'elle piquait des crises de colère quand elle avait l'impression qu'on ne la comprenait pas. Le fait de ne
c'est très douloureux, le fait de ne pas être compris. Hein, on ne s'en rend peut-être pas tellement compte, mais c'est extrêmement douloureux de ne pas être compris, et ça peut les mettre dans un état de colère. Et oui, je ne sais plus, j'ai perdu le fil, hein, mais c'est pas grave. Donc, ces adultes avec une déficience qui voudraient se faire comprendre, et pour qui il est donc absolument essentiel de rencontrer quelqu'un qui essaie de les comprendre. Alors pour ça, cette écoute hein, dont vous parliez, il faut déjà être convaincu qu'ils ont quelque chose à dire. Or, il y a quand même dans le domaine du handicap une espèce de méconnaissance de la vie psychique. Hein. Oh, mais s'il ne parle pas, c'est qu'il ne pense pas. Et puis même s'il parle, ce qu'il dit n'est pas très intéressant. Enfin, des choses comme ça. Oui, alors, l'autre exemple que j'évoquais là pour le fait de pouvoir comprendre ou comment un enfant handicapé va amener des choses d'une manière très astucieuse, hein, pour quelqu'un qu'on traite de débile, pour amener une problématique familiale ou toucher un point important. Alors ça, c'était un enfant handicapé qui parlait très mal. Il était là avec ses parents et les parents racontaient son histoire, bon, comme tous les parents d'enfants handicapés, hein, on faisait un peu la suite des événements, le parcours du combattant, comme ils disent souvent. Et puis pendant que les parents parlaient comme ça, l'enfant, il n'arrêtait pas de tirer son pull ou tirer le pull de son père. Et le père s'énervait, mais enfin arrête, tu vois bien qu'on est en train de parler, et qu'est-ce que tu es en train de me faire là et moi j'ai pensé, en tirant le pull au vert, c'est sa manière à lui parler. Oh, nous on est en train de parler, hein, mais toi qui tires le pull, tu ne parles. Alors j'ai dit ça, enfin j'ai commencé à... J'ai un peu interviewé, c'est-à-dire j'ai dit, mais ce pull, c'est quoi ce pull qu'il porte? Ah, ben c'est le pull qui lui a été donné par son grand-père, qu'il appelait Papy Jardin, parce qu'il avait un jardin. Ah bon, alors Papy Jardin, il lui a fait un pull, oui. Et il commence à parler de Papy Jardin, et on en arrive à dire, et Mamie Jardin, alors. Et alors là, il y avait une espèce de malaise, un peu. Alors en fait, ce qui est ressorti après, et c'est l'enfant qui l'a fait ressortir, hein, c'est que cette femme était morte d'un cancer, mais dont elle ne parlait pas, qui était un peu cachée, ou tout d'un coup elle est morte sans qu'on ait un petit peu parlé de ça dans la famille. Il y avait un malaise autour de ça. Et ce qui, moi, je trouve admirable, c'est que l'enfant, il a trouvé un moyen, en tirant son pull, pour dire, ben, si on parlait un peu de papy, de mamie Jardin, là, parce que pour les parents, ils n'en avaient absolument pas parlé. Alors ça, moi, je trouve ça tout à fait admirable, hein, cette capacité, donc, de soulever des choses, de faire émerger des choses, mais que l'entourage n'a pas tellement envie de faire émerger. Hein. Faites penser à Gilbert, au cas de Gilbert aussi. Hein, oui. à chercher sur le bureau qu'on tire oui, par les pieds. Oui. Je le raconte dans le livre parce que moi, je sais, parfois je ne sais plus qu'est-ce que j'ai mis dans ce livre. Mais moi, j'ai lu du Oui, alors Gilbert, oui. C'était donc exemple. un enfant, c'était des jumeaux d'ailleurs. Lui était handicapé, son frère non. Ça. Toujours des situations un peu délicates. Et oui, alors c'était une séance où il parlait, de quoi il parlait? Oui, de ça, je ne sais pas s'il ne parlait pas de sa naissance ou comment il était quand il était petit, et puis qu'il avait mal. Et moi je me souviens que pendant cette séance, j'avais des espèces de sensations somatiques, des douleurs, des malaises, je ne me sentais pas bien, quoi, je me sentais pas bien. Et à la fin de la séance, donc, sa mère est venue pour le chercher, et il s'était caché sous le bureau. Alors la mère, elle a joué le jeu, ah ben où il est, Gilbert, ah ben je crois que je vois son pied, ah ben oui, alors on va le tirer de là. Et après, donc,
ça m'a donné l'occasion quand même de l'interroger un peu sur cette naissance, donc des jumeaux, hein, sur cette naissance. Et elle disait, Gilbert, oui, toi, il faut toujours qu'on te tire de là où tu es. Et effectivement, à la naissance, ça avait été le cas. Enfin, on avait dû prendre des forceps. Enfin, alors, ça aussi, c'est admirable, parce que quel souvenir il en a, lui. C'est pas un souvenir, hein. Peut-être des impressions sensorielles de ce tout début de vie, et qu'il a mis en scène. Hein. Ils ne les auraient pas mis en mots, alors que c'est un enfant qui parlait bien. Mais c'était... Non, ils ne pouvaient pas les mettre en mots. C'est quand même des choses extrêmement sensorielles qui n'ont pas encore trouvé les mots pour s'exprimer. Et d'ailleurs, on peut se demander s'ils ne trouvent jamais les mots pour les exprimer. Parce que alors là, une des hypothèses de Bion, c'est quand même de penser qu'il y a du psychique non verbal. Et c'est pas préverbal, c'est-à-dire que ça va devenir verbal. Non, ça va pas forcément devenir verbal. Et c'est issu d'une, ce qu'il appelle la matrice, alors somatopsychique ou psychosomatique, où le somatique et la psyché ne sont pas encore séparés, et c'est une espèce une matrice d'où les choses émergent. Et c'est ça qui, pour moi, fait un des intérêts de Bion, c'est l'attention à ce qui va émerger, en se disant qu'on ne le sait jamais d'avance. On ne peut pas savoir d'avance ce qui va se passer. On commence à rencontrer un patient, ben on ne sait pas comment va se dérouler cette cure, on ne sait pas où on va aller, qu'est-ce qu'il va se dévoiler, ou quels problèmes vont se poser, on ne le sait pas. Et Bion dit aussi d'ailleurs que la qualité requise pour un analyste, c'est la tolérance à l'inconnu. Il faut tolérer l'inconnu et que quelque chose va advenir, mais qu'on ne sait pas. Et que d'ailleurs, une fois que c'est advenu, ça change. Il y a autre chose qui va advenir. C'est jamais une fois pour toutes. Et il dit aussi, par exemple, que quand l'analyse donne une interprétation, rien que le fait que cette interprétation a été énoncée, puis éventuellement entendue, fait que la situation est déjà différente. On n'est plus dans la même situation après. La situation change sans arrêt. Et au fond, il dit aussi que que ce soit le patient ou le thérapeute, au moment d'entrer dans la séance, eh bien, il n'est plus le même à la fin de la séance. Il y a eu ça peut être minime, hein, on ne va pas dire qu'on se transforme totalement à chaque... Non, mais quand même, il y a quelque chose qui n'est plus tout à fait pareil, et qui ne sera plus pareil non plus la fois d'après. C'est pour ça qu'il y a une espèce de question technique un peu, c'est quand on voit un patient ou un enfant, est-ce qu'on lui rappelle ce qui s'est dit dans la séance d'avant? Moi, personnellement, je pense que non. Et puis alors, ça pose la question des dessins, parce qu'il y a pas mal de thérapeutes, quand même, d'enfants, qui ont des pochettes où il y a les dessins de l'enfant. Et puis même, il y en a qui mettent la pochette sur la table, ou qui proposent même de terminer le dessin qu'on a fait la fois qu'on a commencé. Et ça, moi, je trouve que c'est contraire à cette idée que chaque séance est une nouvelle séance. Et alors il y a cette formule de Bion que je trouve assez géniale, il dit quand l'analyse ouvre la porte et qu'il reconnaît son patient, c'est qu'il s'est trompé de patient. il y a quelque chose comme ça, ça paraît un peu évidemment paradoxal. Oui, alors je ne sais pas, donc Bion, hein, c'est vraiment Bion, Ferenczi. Et oui, Ferenczi, je trouve que c'est quand même un de nos grands maîtres. Hein. Oui. Avec Bion, oui. Oui. Et sur la question du traumatisme et de l'enfant dans l'adulte, c'est quand même Ferenczi qui a dévoilé ça. Hein. Oui. Et toujours avec une grande actualité. Hein. Ce qu'il dit, quand on le lit, c'est encore tout à fait valable par rapport au traumatisme, par exemple. C'est d'une finesse clinique incroyable, Ferenczi. J'ai une question. Vous avez une question? Oui. Oui. En fait, avec le travail que vous faites avec ces jeunes enfants,
on aboutit à, est-ce qu'à la fin, quand ils se sentent écoutés ou compris peut-être par quelqu'un qui les écoute, est-ce qu'on constate une amélioration enfin une amélioration, c'est pas que ce soit négatif ou positif, mais est-ce qu'il y a un changement dans la façon dont ils vont se comporter au quotidien? Est-ce qu'ils arrivent peut-être mieux à se faire comprendre par leur famille, ou comment ça se passe? Je crois qu'on ne peut pas donner une réponse comme ça à une question aussi précise. Ce qui se passe quand même, que moi j'ai vécu quand même plusieurs fois, c'est des jeunes adultes handicapés, hein, que les parents amènent, non, parce qu'il y a besoin de parler, il faut les entretiens, ou alors l'éducatrice a dit que, etc. Et ça fait souvent un effet assez fort. Cette personne qu'on a toujours un petit peu dévalorisée, elle se trouve tout d'un coup en présence avec quelqu'un qui pense qu'elle a quelque chose à dire, qui lui dit même. Hein, parce que moi je me souviens, une qui disait toujours, oh, ben moi j'ai rien à dire. Et alors, ben, mais si, je suis sûre que vous avez quelque chose à dire. Et même moi, ça m'intéresse beaucoup, ce que vous avez à dire. Et là, ça fait un effet. Hein, ça ouvre un peu. Mais alors là, c'est là où la famille, souvent, ne le supporte pas. Et j'ai eu plusieurs fois les cas où les parents ont arrêté. Alors, pour diverses raisons, parce qu'on peut toujours trouver des raisons hein, pour arrêter. Mais la vraie raison, c'est qu'ils ne supportent pas que cette fille ou ce garçon adulte, enfin jeune adulte, commence à exprimer des souhaits, des désirs, une opposition éventuellement. Donc ça, c'est un peu délicat. Alors ça pose évidemment la question aussi de savoir s'il faut faire un travail avec les parents. Hein. Mais ça, il faut le faire jeune. C'est l'intérêt des CAM, justement, les centres d'action médicaux, parce que là, on s'occupe des parents et du vécu des parents, et de ce qu'ils auraient à dire sur leur enfant, des petits. Alors qu'après, quand il a 20 ans, ça commence à devenir... Les choses sont déjà tellement fixées, et puis les parents se sont déjà tellement mis dans une attitude, nous, on est indispensables. Et dans le foyer où il vit, personne ne peut vraiment le comprendre. Alors, comme toujours, il y a du vrai et du faux là-dedans. Parce que je me souviens là d'une femme, d'un enfant, je ne sais plus, non, épileptique, je crois, enfin avec une déficience, une épilepsie, mais une femme qui avait vraiment beaucoup réfléchi, qui avait beaucoup travaillé sur cette relation avec cet enfant. Et elle me disait quand même que quand il dormait au foyer, elle avait une inquiétude parce qu'elle disait, elle savait que le personnel ne pouvait jamais être aussi attentif qu'elle à un problème, un trouble qu'il aurait dans la nuit. C'est vrai. Et en même temps, ça sert aussi à tellement de prétextes pour qu'il reste à la maison, pour qu'il n'aille pas vivre dans un foyer, qu'il n'ait pas des amis, des amoureuses ou des amoureux, parce qu'il y en a hein, dans les centres, dans les foyers, il y a des couples qui se forment. Alors, moi j'avais une question à poser sur le concept d'esthétique chez Meltzer. Donc, j'en ai beaucoup parlé grâce à votre livre, mais moi j'étais déjà autour de Bion depuis longtemps. Mais bon, grâce à votre livre, j'ai eu besoin de travailler cette question qui me paraît très compliquée. Du coup, je me suis un peu enfoncé dans un livre de Meltzer. Et pour préciser ma question, alors j'ai bien compris que l'esthétique, c'est tout ce qui traite de la sensation. C'est pas forcément la beauté. Pas forcément la beauté. Pourtant, la beauté est aussi au cœur, ou en tout cas dans la dérivation de ce concept. Et par ailleurs, ça ouvre aussi sur le monstrueux, sur ce qui est dysmorphique. Bon. Et par conséquent, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce rapport de l'esthétique au handicap, finalement. C'est une grosse question. Et puis Meltzer, mais Monique l'a aussi pas mal. Oui, mais on en a alors, parlé. Ah bon, d'accord.
Oui, parce que c'est toute la question entre art et handicap, quoi. C'est un peu ça. On avait fait un livre là-dessus, après un colloque. Alors, bon, il y a différentes façons d'aborder le problème. Il y a les personnes handicapées, hein, qui vont avoir possibilité de dessiner, de chanter, de danser, de faire du théâtre. Enfin bon, ce sont des personnes handicapées, hein, mais qui vont trouver quelque chose, une ouverture tout à fait formidable. Hein. Moi, j'ai vu par exemple des trisomiques dans un groupe de théâtre, enfin un metteur en scène qui mettait en scène avec des, je ne sais pas s'il y avait et des trisomiques et des valides, comme on dit, je ne sais plus. Et je me souviens l'impression très forte que j'avais eue de voir ces trisomiques sur la scène dans une espèce de dignité, de force, mais qu'ils n'ont pas dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, on les prend souvent bon, ils rigolent, ils sont gentils, etc. Mais là, ils avaient une présence avec quelque chose de dramatique, de tragique, de très profond, sur la scène. Donc, comme quoi, une médiation comme ça peut vraiment transformer. Hein. Et puis, il y a l'autre catégorie, si on peut dire, c'est des artistes qui sont handicapés, mais qui ne se considèrent pas du tout d'abord comme des handicapés, qui se considèrent comme des artistes, et qui vont se servir plus ou moins de leur handicap, ou pas, ou penser que ça ne joue pas vraiment un rôle fondamental dans leur art. Et puis, il y aurait une troisième catégorie, c'est des artistes, pas handicapés du tout, mais qui, dans leur œuvre, vont utiliser ce qu'il en est du handicap. Par exemple, les danseurs, les chorégraphes, qui vont s'inspirer de la manière malhabile, enfin, de la personne handicapée, de se mouvoir, pour en faire quelque chose d'esthétique. Voilà. On rejoint donc là quelque chose de l'esthétique. Et alors, bon, les artistes handicapés, je sais pas, moi je pense déjà à Joël Bousquet, hein, qui était d'abord un poète, et qui continuait à être un poète. Il y a d'autres, il y en a d'autres. Hein, bon. Ceux même qui ne parlent pas, mais qui sur l'ordinateur trouvent un moyen d'exprimer des choses, certains se considèrent vraiment comme un écrivain. Et bon, qui est handicapé. Mais vous voyez, ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Mais alors, pour revenir à Melzer, quand même, et le conflit esthétique, hein, c'est quand même très passionnant. C'est assez étonnant. Hein. Quand on lit ça pour la première fois, on se dit, mais c'est quoi ce truc-là? Et moi, j'ai eu du mal aussi à rentrer dedans. Et donc, il a cette espèce de vision, c'est un peu un visionnaire, Melzer. Hein. Je ne sais pas si tu l'as jamais vu dans ses colloques quand tu venais à Paris. Non, non. Ah, il était... Monique, tu l'avais vu. Oui, oui. Il était là, avec des cheveux comme... Très concentré. On lui présentait un cas. Il disait rien. Et à la fin de sa vie, il disait rien et tout le monde était inquiet. Tout le monde pensait qu'il avait un... Mais enfin bon. Et tout d'un coup, il commence à parler. Et il trouve des images absolument incroyables pour parler de ce cas. Donc ça, c'est Melzer. Et donc, Melzer parle de l'éblouissement. Il parle quand même de ce moment inaugural où l'enfant arrive au monde. Comme dirait Sylvain Missonnier, il sort du milieu aquatique pour arriver dans le milieu aérien. Hein, c'est un passage très important. Et il est ébloui. Mais alors, comme tu disais, en effet, l'éblouissement, ça peut être l'émerveillement, ben, ça peut aussi être la terreur. Ouais. D'habitude, on pense plutôt à la terreur qu'à l'éblouissement. Oui. C'est ça qui est curieux, quoi. Oui. Ben, je sais pas. Moi, je penserais quand même plutôt à l'éblouissement. Je sais pas. Je trouve que quand on voit des nouveaux-nés, des bébés, il y a un émerveillement, non? Oui, mais même s'ils pleurent à d'autres moments et tout. Pas au moment où ils sortent. Hein? Pas au moment où ils sortent de la matrice.
Ils ont Je pas ne l'air sais éblouis, pas. ils ont l'air de souffrir. Oui. Ébloui, ça peut vouloir dire aussi aveuglé. Quand on dit ça m'éblouit, ça veut dire ça m'aveugle. Oui. Moi, je le dirais, je l'entendrais juste du côté Attendez, de vous voulez dire quelque quelque chose chose de trop. Trop Comme d'émotions. le soleil qui t'éblouit, quoi. Quelque chose Oui. comme ça. C'est trop. Trop d'émotions. C'est pour ça qu'il faut un contenant, hein, comme, qui est la mer, l'environnement, pour contenir ces émotions. Mais je sais parce que j'ai en thérapie, alors au téléphone en ce moment, une jeune fille, bon, qui est quand même très très déficiente, et épileptique aussi, et qui elle fait quand même des espèces de crises, de colère. Elle semble dire des choses incohérentes, mais en réalité, c'est pas du tout si incohérent que ça, sauf qu'elle mélange un peu tout. Et l'autre jour, alors elle s'est dit qu'elle s'est mise en colère contre sa mère, qu'elle dit des gros mots, qu'elle la tape. Pourquoi? Alors pourquoi, Madame So, je suis tellement en colère? C'est pour ça que je te téléphone, c'est pour savoir pourquoi je suis tellement en colère. Bon, alors, ce qui est déjà bien, hein, qu'elle puisse dire ça. Et puis, elle dit, il y a trop d'émotions. Elle m'a dit exactement ça. Il y a trop d'émotions. Et oui, alors elle ne dit pas ça me déborde, enfin, elle ne dit pas des choses comme ça. Il y a trop d'émotions. Et alors ça me met en colère. Puis alors elle retourne les choses parce qu'elle dit bon, que son père est parti en voyage, que ça c'est une des raisons pour lesquelles elle est très, très en colère et très énervée. Mais il lui téléphone. Et alors là, elle retourne, elle fait souvent ça, c'est une logique presque un peu psychotique. Elle dit, c'est parce qu'il me téléphone que je suis en colère. Alors qu'elle est en colère parce qu'il n'est pas là. Enfin bon, mais il y a sans arrêt comme ça des espèces de constructions quasi délirantes, mais quand même, elle retombe sur ses pieds à un moment donné, en disant, cette émotion, ça me fait pleurer. Bon, des choses comme ça, quand même. Ouais. Oui, parce que dans l'éblouissement, moi, il m'a semblé qu'on se trompait souvent sur le fait que on prend les concepts de manière, ce qu'il appelle vertex, de manière unilatérale, alors qu'il parle de vision binoculaire. Il ne faut pas croire, quand on parle d'éblouissement, qu'il s'agit forcément des yeux. Ce sont tous les sens qui participent à ce trop-plein. Et je crois que quand il dit qu'il y a un éblouissement, ça veut dire aussi que ça peut être par le toucher, par les oreilles, par les yeux. C'est une conceptualisation. Et c'est vrai que l'esthétique, c'est aussi le toucher, l'odorat. Il faut élargir le domaine des sensations pour comprendre de quoi il s'agit. Mais alors, pour revenir toujours avec cette idée, est-ce que c'est aussi beau à l'intérieur, hein? Ça, c'est aussi une formule un peu énigmatique. Hein? Mais c'est quand même, chez Melzer, il y a quand même le côté esthétique, bon, de voir cette femme qui est comme une Joconde, enfin, qui est comme une idole, qui est belle, et de vouloir rentrer dedans en se disant, mais est-ce qu'à l'intérieur, c'est aussi beau qu'à l'extérieur? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Ça, c'est une grande question, je crois, chez les bébés, chez les enfants. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Et quand ils deviennent plus grands, ils en savent assez long sur ce que les parents ont dans leur tête. Hein? Ouais, ils en savent quand même assez long. Et plus que les parents ne le pensent, je crois. Mais alors, donc, est-ce que c'est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur? Et ça rejoint un peu l'histoire de Fontana et de l'enfant qui trouvait, c'était féroce ce qu'il faisait. Et vraiment, la première interprétation qui vient à l'esprit du psychanalyste d'enfant, surtout chez les Kleiniens, c'est de dire, voilà, il attaque le corps de la mère, quoi, le corps de sa psychanalyste. Et tout d'un coup, ça m'est revenu. Alors c'est là où il y a ces espèces de phénomènes contre-transférentiels, mais dans l'intersubjectivité. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que ce qui vient à l'esprit de l'analyste à ce moment-là, et qui peut ne pas avoir apparemment de rapport avec ce que le patient amène,
En réalité, c'est en rapport, c'est toujours en rapport avec ce que ce patient-là lui provoque en lui, lui fait ressentir, lui transmet d'une certaine manière, et qu'il va projeter, hein, c'est l'identification projetée, il projette, l'analyse reçoit des projections inconscientes, hein, des transmissions inconscientes. Mais je crois qu'alors là, moi dans mon travail, je travaille beaucoup avec ça. À quoi ça me fait penser et pourquoi je pense telle chose, ou pourquoi je sens telle chose, ou pourquoi j'entends telle musique, ou pourquoi j'ai mal à l'estomac, qu'est-ce qui se passe, de le voir comme des éléments transférentiels qui vont faire partie du processus. Ça va rentrer dans le processus. Et donc, oui, pour revenir, je ne sais plus comment je l'ai appelé dans le livre, celui qui dessine. Adrien. Adrien, voilà. Alors, Adrien, bon, il dessinait frénétiquement, donc, avec cette espèce de cruauté hein, que décrit Bernita. Et donc, tout d'un coup, m'est venu à l'esprit les tableaux de Fontana que j'avais vus quelques semaines auparavant. Alors, c'est ça l'intérêt. Pourquoi j'ai pensé au tableau de Fontana à ce moment-là? Et ça m'a donné vraiment alors une espèce d'interprétation totalement différente. Fontana, qui était italien, mais d'Amérique du Sud, qui avait il parle des grands espaces de la Pampa, qui sont infinis. Et que lui, quand il cisaille la toile, donc c'est pas du tout pour la détruire, comme les commentateurs l'ont dit, hein, non, c'est pour ouvrir sur l'espace infini, sur l'espace qu'il y a derrière. On entend que ça vous donne une autre lecture. Hein. Oui. C'est pas une interprétation, c'est une autre lecture, ça ouvre. Hein, ça ouvre. Oui. Il y a des moments comme ça où il vous vient quelque chose à l'esprit qui donne une autre lecture. Oui. C'est ça qui est intéressant. Et surtout ne pas partir avec des lectures un peu prédéterminées, hein, avec on en a des concepts. Et on pense, si elle dit ça, si elle dit ça, ça veut dire telle ou telle chose. On a quand même des réflexes comme ça. Mais c'est tout à fait intéressant de découvrir, non, c'était peut-être pas ça du tout. Et que ça peut ouvrir sur d'autres choses. Ça, c'est les vertex, hein, les différents points de vue possibles sur un même objet, sur une même séquence. Comment ça, et avec l'idée toujours d'une transformation. On est sans arrêt dans un processus de transformation. Et ça rejoint un peu votre question aussi. Est-ce que ça transforme quelque chose hein, quand quelqu'un les écoute? Et qu'est-ce qu'on va faire après de ces transformations? Ce qui est passionnant, c'est quand même la correspondance entre justement le geste, la trace, le geste et le travail psychique qui est en amont, hein, qui peut être qui est en amont ou qui est en phase avec le geste. Hein. Oui. Donc ce travail de correspondance entre le travail artistique et le travail psychique. Oui. Et pour Mulzer, c'est vrai que le travail psychique et la créativité, la créativité pour la vie psychique, c'est quand même une question de survie. C'est-à-dire que s'il y a une créativité, il y a de la... Oui. il y a la mort. Hein. Oui. C'est la question de l'art brut. Les artistes d'art brut, c'est une nécessité de vie ou de mort. Hein. C'est une frénésie. Et ça n'arrête pas. C'est vital. C'est vital. Hein? C'était exister. Oui. Je voulais prendre l'intervention de Jacqueline Schaeffer. Ah oui. Est-ce que Jacqueline Schaeffer peut prendre la parole? Ah oui, merci, c'est gentil de me la donner. Bonjour Simone. Bonjour Jacqueline. Bonjour Simone. Je suis toujours contente de t'entendre, Simone. Oui, alors il m'est venu plusieurs associations. À propos de la scène,
ce que tu as dit sur les trisomiques qui sont sur scène tellement, tellement extraordinairement profonds et qui s'expriment tellement bien, ça m'a fait penser effectivement que sur scène, il y a des choses qui se passent. Par exemple, il y a beaucoup de comédiens qui sont bègues et quand ils sont sur scène, ils perdent le bégaiement. Ah Il y a oui. quelque chose qui se passe comme ça. Et Oui, alors, oui, oui. alors, j'ai pensé aussi à propos de justement la scène. J'ai vu un jour un ballet avec un danseur qui n'avait qu'un bras. Je ne sais pas si vous avez vu ce danseur-là. C'est tout à fait Oui. extraordinaire, extraordinaire. Voilà. Alors, ça m'a fait... Pardon? Alors, j'ai pensé aussi, moi, je n'ai pas comme toi vraiment l'expérience et la pratique avec des handicapés, mais j'ai pensé à une de mes patientes qui était mutique et qui ne disait rien, rien. Je l'ai suivie pendant pas mal de temps et c'est moi qui parlais. C'est-à-dire que je faisais quantité d'hypothèses. Je parlais comme si je parlais à sa place, mais en lui disant, bien sûr, c'est sûrement pas ça. Mais je mettais des hypothèses et j'ai su par ailleurs, parce que je l'avais quand même adressée à un groupe que je connaissais qui faisait du psychodrame, où elle s'est exprimée beaucoup plus. Mais je savais par eux qu'elle avait, pendant le temps où elle a été avec moi, où elle ne disait rien, tout le monde l'a trouvée transformée. Donc il se passait quelque chose en elle, elle avait beaucoup changé, elle s'était vraiment épanouie différemment, alors qu'avec moi, j'avais l'impression qu'elle ne pouvait pas parler. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se passait là. Bon, dans mes hypothèses, il y avait l'idée qu'il pouvait y avoir de l'agressivité, évidemment, de ne pas vouloir parler, tout ce qui pouvait se passer. Hein. Je ne suis pas capable maintenant de me souvenir exactement, mais il y avait quelque chose de cet ordre. Et puis, j'ai pensé aussi à un philosophe extraordinaire qui s'appelle Jolion, vous le connaissez, il est extraordinaire. Pour quelqu'un qui est handicapé à ce point-là, et alors je le trouve extraordinaire parce qu'il s'exprime de manière formidable. Et alors il disait l'autre jour que son fils lui disait « Mais papa, il paraît que les gens trouvent que tu as des difficultés d'élocution. » Son fils lui disait ça, comme si le fils avait traversé le handicap du père et que pour lui c'était une possibilité de s'exprimer, où il ne voyait presque plus le handicap. À propos de cette image dans le miroir de la mère, est-ce que dans le miroir, est-ce que les yeux de la mère envoient le miroir d'un visage déformé ou est-ce que le miroir de la mère renvoie un enfant quand même idéalisé? La question se pose quand même. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Mais quand elle voit un enfant qui est à la naissance ou peu après, qui a une difformité ou une trisomie, je dirais pas qu'il y a de l'émerveillement ou de l'idéalisation. J'ai l'impression qu'elle est là. J'ai l'impression que tu es là, Jacques. Non, mais est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'à travers le déni d'une mère, il peut y avoir une transformation qui fait que le déni arrive à renvoyer une image d'un enfant idéalisé? Oui, quand même, oui. Mais on voit quand même encore, même avec des patients qui ne sont pas forcément handicapés, mais qui ont connu un regard extrêmement indifférent ou hostile ou haineux de la mère, à quel point ça continue de les travailler dans leur existence. Oui. C'est quelque chose qui est difficile à dépasser. Parce que moi, je connais une mère qui a un enfant handicapé et qui a toujours complètement idéalisé cet enfant. Parce que dès qu'il dit quelque chose, c'est toujours merveilleux ce qu'il dit, parce qu'effectivement, il dit quelque chose qui est un peu une métaphore, qui est un peu une image presque poétique. Et alors, ils sont en admiration, les parents sont en admiration de cet enfant qui est quand même très handicapé. C'est pour ça que je me demande... alors là, ça joue sur la question de la dépression, du déni et de la défense maniaque. Voilà. J'ai pas mal travaillé sur les défenses maniaques, parce que je trouve qu'elles sont très présentes et qu'elles sont aussi très utiles. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Nécessaires. Et bon, alors là, on est dans le cas
oui, d'une mère qui oscille entre, enfin non, qui est complètement prise dans la défense maniaque, Voilà. et qui ne peut donc pas aborder quelque chose de la désillusion, du chagrin, Voilà. de la dépression, de la perte, etc. Mais c'est un montage maniaque quand même. Hein. C'est exactement ça que je voulais t'entendre dire. Voilà. Oui. Alors là, faudrait qu'un thérapeute travaille avec cette femme un peu pour atténuer un petit peu ses défenses maniaques et qu'elle puisse toucher un peu à sa dépression, quoi. Qu'elle puisse avoir accès à la désillusion et la dépression. Eh oui. C'est-à-dire avoir aussi une parole de vérité avec l'enfant, parce que Oui. tu en parles dans ton texte. Hein, tu dis combien aussi ce déni peut être pour l'enfant un mal-être, une source de malaise. Oui. De blocage même, hein, de la parole. Hein. D'empêchement. D'empêchement. Mais là, ce serait quand même plutôt du côté de regard rejetant et dévalorisant, non? Dans l'empêchement. Je vois plutôt le côté quand même des parents qui, en tout cas dans un premier temps, ont comme ça un rejet. Est-ce que le fait que les parents idéalisent cet enfant et disent sans arrêt qu'il est beau, qu'il est bien, comment il se construit l'enfant? Pas forcément mal, hein, moi je dirais. Ouais. Moi j'en ai vu des comme ça. J'en ai vu. J'ai vu un enfant qui, je l'ai vu à 2-3 ans, très handicapé moteur. Sa mère était américaine, ça a joué aussi. Et alors elle, bon c'est pas qu'elle disait sans arrêt il est merveilleux, mais elle trouvait tout le temps des moyens pour qu'il puisse arriver à faire des choses que tous les médecins avaient dit qu'il n'arriverait jamais à faire. Et elle était américaine, elle ramenait des trucs d'Amérique, d'ailleurs, des espèces, ils venaient avec des tricycles complètement incroyables, où ils pouvaient circuler avec. Et elle m'envoie tous les ans une carte de vœux. Et alors là, cette année, j'en ai reçu une qui m'a époustouflée. Maintenant, c'est un jeune homme, hein, il va bien avoir 30 ans. Donc, alors, on le voit assis sur une espèce de camion, qui vient des États-Unis, évidemment, qui lui permet de mettre son fauteuil roulant, de monter avec le fauteuil roulant, de rentrer dans le camion, de plier son fauteuil roulant, et puis j'imagine de conduire. Je pense qu'il a appris à conduire, ce garçon. Hein. Mais alors, la photo, elle est absolument impressionnante. Il est avec un grand sourire. Bon, tu me diras que le sourire, ça ne veut rien dire. Mais quand même, il faut seulement dire qu'il y a des familles qui, quand même, alors s'acharnent. Quand c'est de l'acharnement, ce n'est pas bon. Mais quand il y a une grande volonté d'aller contre aussi tous les avis, oui. Parfois c'est quand même intéressant, ça. Hein. La force du désir. Oui. On me dit qu'il ne marchera jamais, eh ben moi je pense qu'il pourra quand même marcher. On me dit qu'il ne parlera pas. Et... Alors l'autre jour, j'ai vu comme ça pour une consultation des jeunes parents avec un bébé, enfin une petite fille de 18 ans à qui on avait trouvé une maladie génétique, une maladie rare génétique. Alors ils avaient regardé, il y avait une liste de symptômes, alors ils m'ont lu toute la liste des symptômes, et moi j'ai dit mais peut-être qu'elle va faire mentir la liste des symptômes. Et puis parmi les symptômes, il y a, la plupart ne parleront jamais, et d'ailleurs à ce moment-là, hein, parce que les enfants c'est pas... Elle faisait des bruits. Elle faisait des... Je dis, est-ce qu'elle articule? Non, elle articule pas. N'empêche qu'on voyait qu'elle voulait sortir quelque chose de sa bouche qui pouvait être du langage. Et à partir de là, on peut s'appuyer là-dessus pour dire, cet enfant, il va peut-être parler. Alors, on risque tous de tomber dans le déni aussi. Hein. C'est pas si grave que ça. Enfin bon, on connaît. Oui. Enfin, c'était par rapport à, quand je disais que ça pouvait, je pense que tu le dis dans le livre à un moment donné, que si on dénie aussi, si on nie la difficulté de l'enfant par moment, hein, au fond, c'est nier sa réalité. Oui, ça c'est très important. C'est ça qui me...
Oui, non, là tu soulèves un point très important. Parce que si on nie la difficulté, ben, on le met complètement en difficulté. On ne le reconnaît pas tel qu'il est. Ça, j'avais décrit avec l'enfant dyspraxique. Oui, tout à fait. Et oui, à qui oui, les difficultés de la dyspraxie sont peu reconnues. Ils ne sont pas très connus déjà, et peu reconnus. Donc, si elle ne veut pas monter l'escalier, mais c'est qu'elle ne veut pas. Oui, c'est ça. Ou alors, il y avait aussi qu'elle faisait des choses à la maison qu'elle ne faisait pas à l'école. Alors comment? Si elle le fait à la maison, mais non, ce sont des milieux différents, où elle a peut-être des repères complètement différents. Donc, mais on ne comprend pas que, ben oui, elle fait des choses à la maison, elle ne les fait pas à l'école, et des trucs comme ça. Oui, vice-versa. Oui. Simone, il y a une demande d'intervention d'Elisabeth Gontier. Je ne connais pas, mais on va lui donner la Ben, parole. bien sûr. Mais là, Elisabeth, nous aimons les gens inconnus. on vous écoute. Bonjour Madame Korfsos. Alors moi Bonjour. je voulais vous remercier pour ce livre que j'ai reçu comme une conversation subjectivement engagée avec le lecteur. Et donc ça m'a beaucoup plu. Je m'intéresse à une question. Qu'est-ce qui fait notre humanité? Et je trouve que votre livre aborde cette question également. Et j'ai été intéressée, entre autres, enfin par beaucoup de choses, mais entre autres par la question de l'identité entre deux. Oui. Vous y consacrez un chapitre. Et si je voulais maintenant vraiment resserrer sur un point très particulier qui m'a bien questionné, c'est ce que vous semblez dire du masculin et du féminin, que j'aurais accepté quand même de cette question de l'entre-deux, où il me semble que, bon, même s'il y a les questions trans, la fluidité de genre et toutes ces choses, mais quand même, il y a le roc du biologique et quand même, on est homme ou on est femme. Et là, moi, je ne verrai pas d'entre-deux. Mais il me semble que vous êtes plus nuancé que ça. Oui, puis à l'heure actuelle, on a quand même beaucoup réfléchi à ces questions et beaucoup de gens ne disent pas on est homme ou on est femme, on peut être homme et femme. Vous savez que dans les écoles primaires maintenant, ils disent il, elle. Vous connaissez cette expression? Il, elle. Oui, oui. Il, elle. Ah, il y en a, oui, mais je veux dire les autres enfants. Non, mais de se faire appeler différemment de son prénom. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'enfant lui-même. Quand on est un garçon, quand on est une fille, et que la maîtresse et la directrice acceptent. L'enfant lui-même revendique peut-être, je voudrais être une fille, je vais m'habiller comme une fille, ou je vais... mais ce qui, je trouve, est intéressant, c'est que ce sont les autres enfants de la classe qui ont intégré ça. Ils ne trouvent pas ça bizarre. Il, elle. Hein? Ben oui. Moi, je trouve que c'est une avancée de la pensée quand même. Hein. On est dans ce mouvement-là, on ne peut plus rester dans des choses binaires. Et alors, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, c'est que il y a l'opposition binaire, par exemple, fille-garçon. Hein. On est fille, on est garçon, il y en a deux. Et puis, ça rejoint, à mon avis, l'idée, je suis handicapée ou je ne suis pas handicapée, je suis handicapée ou valide. Et surtout, je suis handicapée comme qui? Parce qu'un enfant handicapé, finalement, il n'est ni tout à fait pareil que sa mère ou que son père. Il est fille comme sa mère, garçon comme son père, mais il a quelque chose qui fait qu'il n'est pas pareil que ses parents, qui est le handicap. Hein, trisomie 21, c'est vrai que c'est une espèce de, quand même, quelque chose de spécifique qui ne partage pas avec ses parents, qui porte tout seul. Et où donc, c'est là aussi où on est obligé finalement de remettre en question les raisonnements binaires, on oppose des contraires.
Et on arrive soit dans de l'entre-deux, ou dans quelque chose qui est de la multiplicité. La multiplicité, on est encore en plein dans une pensée de la multiplicité à l'heure actuelle, dans tous les domaines d'ailleurs. Et puis il y a les concepts très intéressants de Glissant sur la créolisation, l'archipélisation, enfin, où il remet lui aussi en question des identités trop unitaires et affichées, qui sont d'ailleurs évidemment les identités dangereuses. Hein. Quand on s'accroche à son identité et qu'on ne veut pas voir qu'elle est faite de différentes facettes, ça devient dangereux. Oui. L'identité est faite de beaucoup d'aspects, oui, des aspects différents. On est composé, c'est une composition en fait, l'identité. Ce qui est miraculeux finalement, c'est qu'on arrive à en faire une unité et qu'il y a la continuité du sentiment d'existence dont parle Nicole. C'est presque étonnant. Comment ça se fait qu'on ne se sent pas plus morcelé que ça? Et qu'on continue à penser tous les matins que moi, c'est moi, et que ça ne vacille pas plus souvent que ça. Mais l'identité doit être mouvante, oui. doit être... jamais figée. Hein? Toujours en mouvement, Toujours jamais figée. Voilà, jamais figée. C'est ce que j'ai ressenti, moi, en relisant mon livre, là, pour me le remettre quand même. Et j'ai eu cette impression, mais qui j'étais quand j'étais à Sainte-Anne, là? Est-ce que c'était bien moi? Et peut-être qu'avec l'âge, il y a une difficulté à s'y reconnaître. Cette personne qui était là, qui faisait telle chose, qui avait tel âge, des enfants. Et j'ai ressenti un peu cette étrangeté en le relisant. Oui, parce que Simone, quand même, je crois qu'il faut le préciser, ce livre, comme tu disais, reprend ton parcours. Tu as écrit plusieurs livres sur des questions précises concernant le handicap et autres, mais ce livre trace un peu tout ton parcours. Oui. Hein, donc c'est une autre approche, c'est pour ça que j'imagine aussi que tu étais surprise. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez toi, c'est que justement, le handicap, c'est du côté de la différence. On le situe toujours du côté. Et au fond, avec toi, c'est un peu le contraire. C'est pas la différence qui t'intéresse. C'est justement en quoi c'est notre semblable. Oui. Et c'est en ça, effectivement, je reprendrai la question que posait aussi Elisabeth Gontier, c'est de notre humanité qu'il s'agit, à travers ton approche. Mais bien sûr, la psychanalyse conduit à ça. Et toi, tu arrives justement, ce qui est remarquable, parce que tu l'as dit, il se trouve que c'est pas par hasard qu'il y ait si peu de gens qui s'intéressent au handicap. Ça fait peur, c'est tout. Et toi, tu as osé t'approcher de choses assez inquiétantes, disons. Oui. Mais il me semble que peut-être ce qui t'a permis d'aller aussi loin dans ce domaine, c'est ton goût de la créativité, de l'esthétique. Mais l'esthétique au sens, ton goût de l'art. Et je veux dire, quand tu arrives à travers des paroles assez faibles de ces enfants, ou de jeunes adultes, parce que tu vois aussi des adultes handicapés, je veux dire, tu le dis là ou tu l'as dit ailleurs, il y a des images qui te viennent, et toutes ces images te viennent quand même parce que tu regardes beaucoup, tu observes beaucoup, et tu vas voir beaucoup d'expositions. Il me semble qu'on ne peut pas faire ce travail si on n'a pas cette qualité que toi tu trouves autour de l'art. Peut-être que d'autres peuvent le trouver dans d'autres créations, mais sinon je pense qu'on se dessèche. Et toi au contraire, ça t'a apporté beaucoup de richesse, mais grâce à tout ce que tu fais à côté. Il me semble, et la littérature, tout ce que tu lis, c'est ta culture qui t'a donné cette humanité qui te permet de t'approcher de zones quand même presque interdites parfois pour certains. Oui. Je crois que c'est un tout ton travail de psychanalyste, bien sûr, parce que tu étais aussi enseignante, donc tu connais bien tes textes. Tu les connais peut-être suffisamment bien d'ailleurs pour t'en détourner.
Alors ça tient peut-être au fait qu'avec ces enfants-là ou ces adultes-là, on ne peut pas pratiquer avec nos concepts uniquement appris à l'université, mais il t'a fallu aller vers d'autres champs pour pouvoir enrichir cette clinique analytique dans ces cas-là. Oui, oui, oui. Et ça rejoint l'idée de Bion quand même, qui dit que pour rendre compte du processus psychique ou d'une séance de psychanalyse, le langage ne suffit pas, il n'est même pas adéquat, et il faut trouver, alors il dit, il est intuite, il a inventé le mot intuite, ça marche avec les émotions, les intuitions, mais en ayant recours au langage mathématique, philosophique, artistique, enfin, tous les autres langages, il faut aussi y être attentif pour rendre compte de ce qui se passe. Et on n'a pas qu'une seule manière de rendre compte de ce qui se passe. Oui, je voulais remercier Laurence, à vrai dire, pour la lecture qu'elle a faite de votre livre. Je suppose que vous la remerciez aussi, parce qu'elle a fait vraiment une très jolie lecture. Et parce qu'elle m'a permis, compte tenu de la lourdeur de la référence freudienne et lacanienne, j'avais quelques difficultés que j'ai lues attentivement. J'ai eu quelques difficultés à lire. Avec des concepts psychanalytiques? Avec des concepts psychanalytiques. Mais j'en mets pas beaucoup. Oui, justement, les miens sont freudiens et lacaniens. Et donc, j'ai retrouvé, grâce à Laurence pour ce soir, et grâce à votre titre, Dire l'indicible. Parce que dans le binaire dont vous parliez tout à l'heure, à un moment, vous dites que souvent, on pense que les mots veulent dire quelque chose, et en fait, ils sont aussi faits pour ne pas dire quelque chose. Oui. Mais le dire ou ne pas dire, ça reste dans du binaire dont on ne se sort pas. Alors que dire l'indicible, parce que l'indicible, ça reste dans l'indicible, c'est ce qu'on ne peut pas ne pas dire. Sinon, ça n'existe pas. Et il me semble que, grâce à votre livre, malgré tout, je suis retournée à Bion, à Foucault, des vieilles rencontres que j'avais un peu oubliées. Et il me semble qu'effectivement, même si je laisse tomber un petit peu Freud et Lacan, j'ai un peu de mal, mais j'y arrive. Bion, il a cette position quand il parle de bêta et alpha. C'est pas pour faire différence, c'est pour faire exister le bêta. C'est pour dire que de ce bêta, ce qui importe, c'est ce qui arrive à faire liaison pour qu'il advienne comme alpha. C'est-à-dire que quelque chose de cet indicible vienne à se dire de toutes les formes possibles. Et ça, peut-être, c'est ce que nous avons en commun comme tout humain, qu'il soit handicapé ou pas, c'est cette zone-là que nous avons en commun, me semble. Oui. Mais ça, je dois dire que je n'ai pas vu d'emblée, sauf par votre titre, qui m'a réveillée, en quelque sorte, bien que je me sois un peu perdue dans votre... Et grâce à ce que Laurence a dit ce soir. Mais c'est-à-dire que se dire l'indicible, c'est quand même ce qui regroupe la totalité de cette affaire. Oui, oui, bien sûr. Et qui fait que nous avons un champ commun qui soit bionique, ça ne se dit pas bionique, c'est très intelligent. Ou vinicotien, ou freudien. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Bio. Ah non, on dit bionien. Ah oui, oui, on dit bionien. Oui. Mais alors, pour reprendre ce que vous dites, là, les éléments bêta ne deviennent pas des alphas tout seuls. Hein. Il n'y a pas, comment dire, un processus spontané pour que l'élément bêta devienne un élément alpha. Et surtout pas dans un sens chronologique. Et ça, Mélanie Klein l'avait bien dit quand même, c'est des positions. Hein. C'est pas des étapes du développement qu'on dépasse. Non, ce sont des positions. Et on va... Hein? Je crois entendre Lacan quand ah bon, oui, tant mieux. Et alors, pour que le bêta devienne alpha, il faut la fonction alpha. C'est-à-dire qu'il faut une autre personne. Mais l'un n'en passe à l'autre.
C'est-à-dire? L'un n'allant pas sans l'autre. Le bêta sans l'alpha. Et l'alpha sans bêta. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, il y a l'idée que pour que cette transformation soit possible, il faut qu'il y ait un autre qui utilise sa fonction alpha pour transformer ces bêtas en alpha. Leur donner un sens, les symboliser, leur permettre de devenir des mots, des rêves, etc. Ça ne se fait pas tout seul. Hein. C'est un processus quand même assez complexe. Et qui va dans les deux sens. En réalité, nous sommes tout le temps en train de naviguer entre les bêtas et des alphas. Hein. Sur qu'est-ce que c'est que cet enfant que j'ai fait, Oui. hein, et qui est si différent de moi. Comment ai-je fait pour faire un enfant si mal formé? Qu'est-ce qu'on peut dire de cet indicible du parent? Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui est dans cette situation d'être parent d'enfants handicapés et qui traîne une culpabilité permanente, hein, qui est mais comment ai-je donc fait? Oui. Comment est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai fait? Il y a toujours cette idée d'un châtiment, hein, dans la mythologie, on trouve ça. Un châtiment des dieux, et souvent pour une faute incestueuse dans la mythologie. Mais oui, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je trouve quand même que les choses évoluent. Alors d'abord, elles évoluent dans une famille. Hein, on voit les parents qui, au début, c'est pas possible, c'est peut-être pas mon enfant, enfin la filiation est complètement rompue. Et la filiation est complètement rompue, mais on voit quand même comment elle va se retricoter. Hein. Et je trouve que chez les parents, les jeunes parents d'aujourd'hui, les choses ne se présentent pas de la même manière, pas d'une manière aussi catastrophique, mais une plus grande possibilité de se reconnaître dans quelqu'un qui est différent. Peut-être que c'est toute une évolution sur la question de l'altérité, là, hein, qui fait que je crois que l'approche a quand même changé. Et ils sont catastrophés, bien sûr, mais pas autant. Et ils imaginent un avenir pour cet enfant, même tout petit. Et même un avenir dont on pourrait penser mais qui ne va jamais exister, etc. Mais je trouve quand même que les choses changent. Simone, est-ce que tu peux nous dire aussi quelque chose sur la fratrie? Oui, il y a quelqu'un là qui... Ah, pardon. J'avais à la fois une question sur la fratrie et une autre question qui est, j'ai été particulièrement touchée, au sens touchée, de ce que vous dites, d'aider les parents, c'est le cas, j'ai comme patiente, avant la naissance d'un enfant handicapé, et donc je poursuis le travail avec elle, c'est en effet aider les parents, la mère en l'occurrence, c'est que la mère, à parler de cette différence avec l'enfant. En fait, elle parle tout le temps de cette différence à tous les autres tiers voulant dire les médecins, psy, professionnels de la santé, qui sont la prise en charge des enfants handicapés petits, en tout cas, est assez complète aujourd'hui, mais beaucoup de mal à parler avec cet enfant-là de sa différence. Oui. Qu'il éprouve. Ah oui. Et donc, ça c'était, j'ai été touchée parce que ce livre m'a aidé en fait à aborder un peu autrement cette question avec elle, parce que cette question-là la taraude. Parce qu'en fait, autour de ça, il y a plein de questions. Finalement, il est différent, mais peut-être que ça va s'arranger. Oui, peut-être qu'il va rattraper. Oui, oui. Bon, bref. Et puis alors, bien sûr, la question, parce qu'il se trouve que cet enfant est l'enfant d'une seconde union, il y a donc deux enfants, deux autres garçons, aînés, qui, enfin, en tout cas pour l'un et l'autre, ça semble extrêmement difficile. Alors il y a eu pris en charge par le CAMS des réunions familiales,
mais c'est vrai que c'est l'accompagnement de la fratrie est un Oui. vrai sujet. C'est la question que tu voulais poser. Oui, Oui, oui. La question de la fratrie est très importante. Et c'est beaucoup plus lourd qu'on ne l'imagine. On ne se rend pas compte du poids que ça représente, de la souffrance que ça peut entraîner chez les frères et les sœurs d'avoir une sœur et un frère handicapé. Alors ça dépend si l'enfant handicapé est plus grand, s'il est né après. Bon, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes, hein, mais ça pèse toujours extrêmement lourd. Et ça détermine un peu leur existence. Souvent, ils prennent des métiers de soins, d'aide. Il y en a qui vont s'en occuper, il y en a d'autres qui vont s'expatrier à l'autre bout du monde, pour ne surtout pas avoir à s'en occuper. Il y a des parents, d'ailleurs, qui ont des enfants, je ne sais pas si on peut dire, font des enfants après, pour être sûr qu'il y ait des frères et des sœurs qui s'occupent, parce que le jour où eux, ils seront plus là, qui va s'en occuper? Donc ça, c'est une charge immense. Ouais. Et quand l'enfant handicapé décède, je pense à une famille que j'ai connue, vous avez peut-être entendu parler, de Petits Pas sur le sable mouillé, à Dauphin-Julien, ça vous dit quelque chose. Cette famille, les deux filles sont mortes d'une maladie génétique. Et le grand frère que j'ai connu, Gaspard, a mis fin à ses jours il y a quelques jours. Le jour de l'entrée dans ses 20 ans, qui était un 20 janvier, et ses sœurs sont mortes un 20 novembre, un 20 décembre. Et il reste un 4e garçon, Arthur, qui a 12-13 ans. Et moi j'étais à l'enterrement de Gaspard il y a quelques jours. Dans le 15e, l'église était comble, il y a peut-être 800-900 personnes. Et les parents, le père et la mère, alors c'est un couple très très croyant, mais ont pris la parole avec beaucoup de dignité pour démarrer la messe, parce qu'il avait beaucoup d'amis, Gaspard de son âge, 20 ans, pour leur dire vous n'êtes responsable de rien, Gaspard. J'étais absolument bluffée, et en même temps je me disais, on est quelque chose de presque surhumain. Et je me dis, ce petit bonhomme de 12-13 ans, Arthur, qui reste en vie après avoir perdu ses 2 sœurs et son frère plus grand que lui, ça me taraude depuis, enfin, je suis travaillée par ça. Oui, c'est pas trop quoi en dire là. Enfin, on n'est pas dans l'humain, enfin. Si. Enfin, on est quelque chose de quand même. Pourquoi ce serait pas humain? Père de 3 enfants sur 4, excusez-moi. Bah, dans les guerres à l'heure actuelle, Je suis d'accord. il y a pire que ça. Hein. Non, non, on ne peut pas dire que c'est pas humain. Et dire que c'est pas humain, ce serait empêcher celui qui reste, Arthur, de pouvoir quand même en faire quelque chose. Puis il va vivre avec ça. Mais comment? Enfin, mais c'est humain. C'est un destin humain quand même. Tragique, mais humain. Tragique. Oui, tragique. Cruel, oui, oui. comme est l'humain. Voilà, c'est la bah, vie oui. humaine. Oui, tragique. C'est une partie de la vie humaine, ce tragique. Oui. Enfin, Et là, c'est la foi qui sauve, effectivement, oui. on vous dit. Il y a d'autres questions là dans les Zooms? La question aussi d'Hélène, tout à l'heure quand même, il me semble qu'elle posait la question, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant de sa différence? Oui. Ça, tu en parles, Simone. Ah bah oui. Et toi, tu as l'air de dire que vraiment, il faut le dire, il faut le Oui, dire. oui. Mais parfois, c'est pas évident. Hein. Quand l'enfant a, par exemple, un syndrome qui s'appelle le chromosome X, tu ne vas pas lui dire, toi, tu as un chromosome X. Les mots, Oui, ils sont nécessaires. Comment j'avais appelé, c'est-à-dire les mots, nos alliés et les traîtres. Les mots sont des alliés, parce qu'il faut en parler. Mais ils sont traîtres aussi. Hein. Et puis pour les parents, c'est pas évident. Puis même n'importe qui est avec cet enfant-là, qu'est-ce qu'il va lui dire? Alors j'avais raconté dans Le Miroir brisé cette histoire, bon, qui m'est restée comme une histoire absolument géniale. C'est la petite fille trisomique
qui fait le tour de la salle d'attente où il y a des gens qui attendent, des parents, hein, et elle s'arrête devant chacun et elle dit « Moi, je suis trisomique. Et toi ?» Alors ça, j'en ai dit, mais c'est génial, elle a posé toute la question de l'identité. Est-ce que d'abord tu peux dire ce que tu es? Bon, on me dit t'es trisomique, bon, ben, ça veut dire quoi ça? Est-ce que tu peux dire ce que tu es? Est-ce qu'on est pareil? Est-ce qu'on n'est pas pareil? Quand on est trisomique, est-ce qu'on est que trisomique? On est aussi autre chose? C'est toute la question de l'identité. Hein. Mais oui, ça pose beaucoup la question de l'identité. Mais le handicap pose beaucoup de questions absolument fondamentales. Et tu as su en faire quelque chose justement qui nous passionne. Bah oui. Mais grâce sans doute à tes vertus, je dirais, de créativité toi-même, d'écoute. Mais tu ne vois pas que des handicapés. Non. Tu as une clinique j'ai psychanalyste adulte. D'abord, j'ai vu beaucoup d'enfants, mais pas handicapés, puis des adultes, des adolescents, des adultes. Non, des adultes, oui. Je pense que c'est important de oui, psychanalyste d'adulte. Oui. Non, mais c'est très important. Mais il y a des passerelles entre les différentes cliniques. Même si, évidemment, quand on est avec un bon névrosé sur le divan, on n'est pas du tout dans le même travail psychique que quand on est avec un enfant psychotique ou trisomique. C'est pas... notre travail n'est pas le même. Et je dirais même qu'il est plus facile, avec un bon patient névrosé normal, comme on dit. Parce que on est beaucoup plus au travail avec un enfant handicapé. Ça nous sollicite beaucoup plus. On est beaucoup plus en activité. Mais c'est l'idée de construction en analyse de Freud, hein, quand même. Où il dit ça. Hein, il est obligé de construire des choses qui sont restées à l'état fragmentaire chez le patient. Et c'est là, et donc, du coup, le travail va se situer plus du côté de l'analyste que du patient. Ça, le texte construction en analyse, pour moi, c'est une étape fondamentale dans cette évolution de la psychanalyse. L'analyste n'est plus quelqu'un qui fume le cigare, comme disait Ferenczi. Les analystes viennois qui fumaient le cigare et qui, de temps en temps, qui observaient le patient comme une chose, en quelque sorte, et donnaient une interprétation, comme ça. Enfin, Ferenczi, il est féroce, hein, avec ces analyses-là. Mais bon, on s'éloigne complètement de cette image-là. Hein. Enfin, quel élément commun, pardon? Jacqueline Schaffer qui voudrait reparler. Oui, Simone, je repensais à la patiente dont je parlais, qui était mutique. Et je pense que ce qui est très important, c'est que je lui ai renvoyé quelque chose d'elle. Pas un miroir, mais des hypothèses qu'elle n'était peut-être pas capable de trouver en elle. Et je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cette communication. Probablement, est-ce que j'ai transformé des éléments bêta en alpha? Je ne suis pas très sûre de pouvoir dire ça, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça, je pense que c'est très important dans le fait que je pouvais parler de quelque chose dont elle n'osait pas ou dont elle ne pouvait pas parler, ce que je n'ai jamais vraiment su. Est-ce qu'elle avait vraiment quelque chose qui l'empêchait ou est-ce qu'elle avait vraiment un trouble de la communication? Ça, c'est... Oui. Ça, cette question peut toujours se poser. Hein. La part des facteurs cognitifs qui ne fonctionneraient pas de la même manière, et la part des projections de l'environnement, enfin de l'intériorisation du patient de certaines images. Ça, c'est une question qui se pose toujours. Mais tu disais hypothèse. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Je ne sais plus lequel des post-bioniens, la Bolas, Hogan, je ne sais pas, dit je propose mon interprétation comme une hypothèse. Voilà. Voilà, moi je pense ça, enfin je ne sais pas s'il dit le mot hypothèse, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Voilà, exactement. C'est exactement ce que je faisais. Et je lui disais à ma patiente, je lui disais, peut-être que je me trompe, peut-être que ce n'est pas vraiment ça.
mais j'arrivais à chaque fois avec une hypothèse différente, et ça faisait comme un éventail, comme ça, de possibilités. Elle continuait à ne rien dire, mais elle écoutait avec beaucoup d'attention. Et ça, je pense que c'est elle qui avait Oui. l'écoute, c'est moi qui avais la parole. C'était une inversion, si vous voulez, de la position. En général, on l'écoute. C'était exactement une inversion. Mais il se trouve que ça a fonctionné justement dans cette possibilité de relier, de créer une communication, d'inciter une communication. Enfin, qui touchait son intrapsychique, alors que moi, j'étais extérieure à elle, mais ça touchait son intrapsychique. Oui, oui, oui. Et ça pouvait lui permettre des transformations. Hein. Voilà, voilà, voilà. Oui, c'est Lévin aussi qui évoque dans les post-Bionia. C'est Lévin oui, oui. Qui dit qu'effectivement, même si on se trompe, hein, on propose comme hypothèse, et puis si c'est erroné, ben c'est le patient qui va pouvoir revenir dans ses gonds et prendre ce qui lui convient. Hein. Oui. Je trouvais ça intéressant parce que c'est de la construction, mais c'est pas quelque chose qui s'impose, évidemment. Ce serait ridicule et contraire à la psychanalyse. Parce que ce qui est important, c'est ce que vous avez souligné dans le commentaire de Laurence et ton livre, c'est la capacité à l'inconnu, c'est-à-dire à laisser quelque chose de nouveau émerger. Sinon, on est dans la répétition. Oui, oui. Puisque vous parlez de psychanalyse, donc ces sujets handicapés n'en sont pas moins sujets de l'inconscient, sujets du langage. Est-ce que vous arrivez à repérer, puisque par ailleurs vous recevez des bons névrosés, comme vous dites, sur le divan, est-ce que chez ces sujets handicapés, vous arrivez à atteindre quelque chose, à leur donner les moyens d'exprimer quelque chose de l'inconscient, quelque chose d'un désir qui ne serait pas facilement exprimable? Moi, je crois que oui. Il faudrait que je vous trouve un exemple. Oui, quelque chose de est-ce qu'ils ont un inconscient? Bon, évidemment, on dit bien les psychotiques qu'il y a un problème avec l'inconscient. Donc là aussi, il n'était pas tout à fait structuré comme chez le névrosé, enfin, la théorie de Freud. Mais moi, je crois, oui, qu'on peut être sensible comme ça à capter des choses qui sont l'expression de fantasmes inconscients, en tout cas des émotions. Des émotions. Et par exemple, la jeune fille dont je vous parlais, qui était donc très en colère, et bien à un moment donné, on a pu passer de la colère à la tristesse. Et là, je pense que c'était quand même un moment où il y a quelque chose de son inconscient, elle avait refoulé, je ne sais pas si on peut dire, mais la tristesse n'était pas là. Il n'y avait que la colère. Et bien, en parlant comme ça, au fil de la séance, elle a commencé, je suis très très triste. Oh, mais qu'est-ce que je suis triste, elle s'est mise à pleurer. Donc ça, là, je vois, mais sur un mode évidemment un peu carré, un peu rapide, comme ça, c'est pas élaboré avec des tas de mots. Mais pour moi, c'est quand même la même chose de révéler quelque chose de l'inconscient, ou d'accéder à quelque chose de l'inconscient, ou de voir en quoi l'inconscient va jouer dans la vie psychique, ou dans les comportements. Oui. L'inconscient en acte. En acte. Hein? L'inconscient en acte. Enfin, est-ce qu'il est en... Oui. Oui, dans ce que tu décris souvent, c'est quand même l'inconscient en acte. Oui. Que tu saisis, qui n'est pas dit, oui. mais que tu saisis dans l'acte. Quand il tire le machin, il dit quelque chose, il essaye de s'exprimer. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait un sujet qui est sans inconscient. Oui, moi non plus. Est-ce que ça existe sans inconscient? Non, je ne crois pas. Tu n'as pas dit ça? Non, on n'a pas dit ça. Non, on n'a pas dit. On s'est posé la question. Oui, mais ça posait la question quand même. Comme tu lui as demandé, il me semble que tout ce que tu as dit était révéler quelque chose de l'inconscient en acte. Dans tes exemples, dans les exemples que tu donnes. Il me semble que c'est ça qu'on entend. Oui, c'est ça.
Il y a des Oui, questions. je ne sais pas, Monique me propose une question parce qu'on en a discuté ensemble, mais bon, j'essaie de reprendre, je n'avais pas ça en tête pour l'instant, mais je reprends ce qu'elle dit. Alors, c'est la question, c'est encore une question énorme, je suis désolé, c'est la question du symbolique, c'est un mot énorme, mais vous en parlez, tu en parles, comme ayant été un mot terrorisant, qui a fait du terrorisme Non, attends. du point de vue de Lacan. Attends, non, mais dans j'ai jamais ce dit livre, que le non. symbolique était Si, tu terrorisme. dis, effectivement. Non, mais le symbole du père, mais je ne dis pas que les symboles sont terrorisants en soi. D'accord. D'accord. Ah, non. Donc, c'est du côté de la loi du père, Oui. effectivement. Du côté de Non, la loi du l'idée que c'est le père qui amène la symbolisation. Voilà. Et moi je dis pourquoi la mère n'apporte pas la... Elle apporte. Pourquoi on ne le reconnaît pas? Oui. Pourquoi il n'y aurait que le père qui apporte la... Oui, mais c'est pas tout à fait cette question-là que je veux vous poser. Oui. C'est vrai que tu en parles de cette manière-là, mais c'est-à-dire que dans la mesure où c'est vrai que la théorie lacanienne a beaucoup amené le symbolique par rapport au langage, Oui. et que donc du côté de Bion et des cas que tu traites, le langage n'est pas forcément au cœur des choses. Voilà, la question c'était comment aborder alors à la fois le symbolique du point de vue du processus en général par rapport à l'imaginaire et au réel si on rentre dans la théorie lacanienne, mais aussi par rapport à la loi. Alors ça c'est une question un peu compliquée mais que je me suis posée quand même en lisant ton livre. Voilà, c'est-à-dire où situer la question, oui, je peux pas le formuler autrement que d'une loi qui ferait tiers, alors qui ferait effectivement entre les humains, quoi, qui serait quelque chose de symbolique, parce que j'ai l'impression, si tu veux, dans ce que tu développes qui est fondamental, c'est la question du lien, et que donc le lien entre les humains, c'est ce qui fait l'humain, moi je trouve, le lien, les liens qu'on peut avoir entre soi, mais c'est vrai que moi je persiste, bien que m'intéressant beaucoup à Bion et à d'autres que Lacan, je persiste à avoir besoin de mettre quelque chose que j'appellerais la loi, je ne sais pas comment le dire autrement, et que, personnellement, je ne vois pas très bien où tu la situes. Voilà, il m'a poussé à poser cette question que je lui ai posée. D'abord, il y a du symbolique sans langage. C'est pas parce qu'on n'a pas de langage qu'on n'a pas accès à la fonction symbolique. Alors la question de la loi, écoute, oui. Pendant que je t'écoutais, je me disais, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la loi quand un enfant arrive au monde complètement abîmé? Et quel rapport on peut avoir à la loi quand on est plongé dans... Mais Dolto avait une réponse, elle disait vraiment que tout humain, il est dans la loi du langage, du symbolique, quelle que soit sa maladie, quelle que soit son histoire. Bon, oui. Non mais Simone dit, qu'est-ce que toi tu as comme rapport aussi à la loi? Non mais et les parents, qu'est-ce qu'ils peuvent savoir? Quelle loi? C'est quoi cette loi qui a fait qu'il leur tombe dessus une catastrophe? Bon, remarque, c'est presque une question religieuse. Le bon Dieu, il n'existe pas parce que s'il existait, il ne ferait pas des horreurs pareilles. Où j'ai cessé de croire au bon Dieu le jour où il est arrivé un truc épouvantable, enfin, on se dit, mais c'est pas possible. Voilà, ça rejoint un petit peu ça. Enfin bon. Alors la question de la loi, oui, mais bon, la loi l'interdit de l'inceste, oui. Par exemple, oui, oui. C'est partie, bien sûr. C'est quand même l'essentiel. Évidemment. Ouais. Et c'est valable qu'on soit handicapé ou pas. Oui. Mais bon, moi je vais la poser entre, c'est vrai que c'est aussi dans les mots l'éthique et l'esthétique. Oui. Moi, personnellement, je me méfie assez du mot éthique. J'avais fait un article pour la revue d'Aix-en-Provence
sur l'éthique. Je ne vois pas ce qu'un psychanalyste va faire avec l'éthique. L'inconscient n'a rien d'éthique. L'inconscient, il est meurtrier, destructeur. Alors l'éthique, ce serait quoi? C'est la vérité. C'est l'éthique de la vérité. Enfin, moi, c'est ma réponse, mais je n'avais pas originale. Hein. Mais effectivement, c'est de la vérité de ce que quelqu'un a exprimé. C'est de parler vrai. Qui n'est pas la vérité. Non, qui est sa vérité subjective. Voilà, sa vérité subjective. Et mais alors, par exemple, ça intervient. C'est par rapport à la réalité aussi. Oui, oui, mais ça intervient dans des cas où l'analyste a un patient pervers, mais gravement pervers, hein, dont on peut penser qu'il va tuer, qu'il va violer, etc. Et alors là, la position est. Là, effectivement, on peut dire que ça pose une question éthique. Qu'est-ce qu'il fait? Il y en a qui rapportent ça. Hein. Tu vois, l'éthique, comment c'est compliqué. Hein. Bah, en fait, la loi réprime, enfin, la loi permet en fait aux psychanalystes ou aux personnes qui sont témoins en fait par le biais de leur travail de comportements qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à l'intégrité d'autres personnes, la loi autorise le médecin à rapporter ça en fait. Et en fait, rien ne doit être éthique, ou rien ne peut être éthique durant la séance, mais à partir du moment où ça va toucher quelqu'un d'autre ou faire du mal potentiellement à un autre individu, c'est là, je pense que... Oui, oui, mais alors le problème du psychanalyste, c'est qu'il n'observe pas les comportements, il entend des choses que peut dire le patient. Voilà, je suis allé à la sortie de l'école, j'ai regardé des petites filles, je sais pas, voilà, mais jusqu'où ça peut aller. C'est dit. Il ne voit pas des actes, là, mais il peut penser qu'il y a du danger quand même. Là, il y a des situations qui ne sont pas simples, hein, quand même. Quelquefois, de mettre en situation les choses, de donner le contexte de ce qui s'énonce. Par exemple, à un moment, vous rapportez une très jolie phrase d'Homère sur les feuilles qui tombent et tout ça. Et si on le remet dans le contexte, c'est le chant 6, où Glaucos et Diomède se rencontrent dans une terrible bataille où tout le monde meurt. Et ils se mettent à parler obligatoirement parce que l'homme, Diomède, demande à l'autre « Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai jamais vu. » Et Glaucos donne son pédigré. Et donnant son pédigré, ils se rendent compte que dans les antécédents, leur père s'était accueilli l'un l'autre. Et il y a une césure dans la bataille où ils disent « Nous sommes des hôtes l'un de l'autre, on fait un échange de biens et on ne se bat pas, on ne se tue pas. » C'est-à-dire que là, l'éthique, elle n'a pas besoin d'autre définition que ça, que d'amplifier le contexte jusqu'à arriver à quelque chose qui donne ça. Et pour ça, il faut encore que le contexte soit donné, malgré la joliesse de la phrase, elle prend sa splendeur à la condition de connaître le contexte d'Homère, qui est l'ordre des générations, qui est l'ordre logique des générations, l'ordre éthique des générations. Donc voilà, je voulais dire, vous m'entendez là? Oui. Alors, c'est pour dire que j'étais assez d'accord avec Simone pour penser que les grands substantifs comme le symbolique, comme l'éthique, c'est quelque chose avec quoi moi je ne suis pas très à l'aise. Je préfère parler des symbolisations parce qu'on sait qu'il y a des symbolisations qui sont primaires, primitives. Ça existe effectivement, comme Simone en a parlé, alors que si on brandit le symbolique comme ça, comme quelque chose d'un principe, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors la loi, effectivement, je ne suis pas à l'aise avec ça, peut-être parce que je ne suis pas assez lacanienne, bien évidemment, mais c'est la même chose pour l'éthique. On utilise comme ça des mots qui sont très, très formels
et qui sont des substantifs, alors que c'est beaucoup plus facile quand on les utilise en adjectif. C'est ça que je voudrais dire. Parce que sinon, on se coince dans des théorisations qui sont quelquefois, qui empêchent de penser. Moi, ça m'empêche de penser, des grosses théories comme ça. Voilà. Je suis désolée. Hein. Non, mais merci. Oui, c'est processus. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là-dessus. Effectivement, cette intervention de Jacqueline Schaeffer me semble bien conclure. Et je trouve, Simone, justement, éthique ou pas éthique, peut-être que de temps en temps, il faut être un peu transgressif. Et peut-être que toi, tu as une liberté transgressive de temps en temps, et c'est ça ta force aussi. Et moi, je trouve ça bien. Bon, bah, écoute, voilà. Merci. Écoute, et merci à vous pour la présentation. Merci Délia. Merci Délia. Au revoir.